décembre 2022. Une voiture de police patrouille dans le 10e arrondissement de Paris, près de la porte de Saint-Denis. Vers 20h30, les agents décident d'arrêter une Ford pour effectuer un simple contrôle de routine. À son bord, une conductrice de 23 ans. Ils réalisent rapidement que la femme est droguée et que le véhicule n'est pas à son nom. Pour un vendredi soir, rien de particulièrement original. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la voiture qu'ils viennent d'arrêter n'est pas celle d'une jeune fêtarde inoffensive qui revient de soirée. En réalité, totalement par hasard, ils s'apprêtent à contrôler un véhicule très spécial impliqué dans l'une des affaires les plus mystérieuses qu'a connu Paris ces dernières années. Comme à leur habitude, ils décident de fouiller la voiture à la recherche de stupéfiants. Ils font sortir la dame et ouvrent la portière. Sur la banquette arrière, un étrange dispositif attire leur attention. Il y a plusieurs téléphones et une sorte de grosse antenne blanche fixée au siège. Elle semble être connectée par un fil à quelque chose. Bizarre. Ils ouvrent le coffre et y découvrent, stupéfaits, une imposante et énigmatique caisse noire. En fait, le câble traversait la banquette pour se faufiler à l'intérieur. Cette fois, plus de doute, quelque chose d'étrange se trame. Précautionneusement, ils ouvrent la boîte et tombent nez à nez avec un appareil électronique. Il est énorme, des fils sortent de partout et un écran numérique indique 04.9. La première explication qui vient aux policiers, qui ne sont pas des experts en cybersécurité, c'est qu'ils viennent de mettre la main sur une bombe artisanale. Paniqués, ils appellent aussi vite que possible le service de déminage, prennent quelques photos et s'empressent de boucler la zone autour de l'Arche. Les sorties du métro Strasbourg-Saint-Denis sont également fermées. Bientôt, on entend un... Plus de mallette. Et plus question d'analyser l'appareil. Rapidement, les démineurs constatent que, en fait, la valise ne contenait aucune trace d'explosif. Ce n'était donc pas une bombe. Plusieurs théories sont formulées jusqu'à ce que l'affaire et les photos soient publiées sur Twitter par un journaliste. Et là, c'est un raz-de-marée. Le tweet attire l'attention des bidouilleurs du monde entier qui analysent les mystérieuses photos dans les moindres détails. La conclusion est unanime, cet appareil est en fait largement plus coûteux et peut-être encore plus dévastateur qu'une bombe, c'est un IMSI Catcher. Les IMSI Catchers. Un IMSI Catcher, c'est un appareil d'espionnage professionnel ultra sophistiqué qu'il est parfaitement illégal d'utiliser en France. Et pour cause, il permet de simuler une antenne relais pirate et de siphonner tout le trafic téléphonique aux alentours. Pour y parvenir, il utilise une faille dans le protocole 2G conçu au début des années 90. Et comme souvent à cette époque, les créateurs n'ont pas prévu de système d'authentification robuste et chiffré entre votre téléphone et l'antenne de votre opérateur. Ce qui signifie qu'une fois allumé, il suffit à l'IMSI Catcher de brouiller le signal 3G des autres antennes pour récupérer la connexion de toutes les cartes SIM dans un rayon de plusieurs kilomètres, de manière non sécurisée évidemment. Il se trouve ainsi en position d'intercepter l'ensemble des SMS et des appels téléphoniques émis à proximité et de les transmettre instantanément à de vraies antennes relais. C'est redoutable parce que c'est quasi impossible pour les victimes de réaliser qu'il y a un nouvel intermédiaire qui les épie et qu'elles sont sur écoute. À part si elles regardent leur téléphone au moment exact où il perd sa 4G. Donc, c'est du matériel de hacking avancé. D'accord. Mais après tout, les policiers sont habitués à trouver toutes sortes d'étrangetés. Il existe bien des gens qui pratiquent le war driving pour cartographier les réseaux Wi-Fi vulnérables dans des quartiers d'affaires. Alors pourquoi cette découverte rend aussi perplexes les experts du monde entier? Déjà, dans la plupart des pays, ce genre de matos très sensible est surtout utilisé par les autorités. Et encore, pas n'importe comment. En France, jusqu'en 2016, même les renseignements ou les services d'enquête de la police judiciaire n'avaient pas d'autorisation officielle d'utiliser ces mallettes. Ils le faisaient quand même. La loi renseignement a fini par légaliser leur usage, mais c'est censé être relativement exceptionnel pour la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé. Chose incroyable, on sait notamment qu'il peut y en avoir à proximité des manifestations ou au passage des douanes. Comme le prouvent ces deux petites lignes oubliées malencontreusement dans un document de marché public. Ensuite, il y a la question du prix. On n'est pas sur du matos de hacking Wi-Fi ou radio qui peut se trouver pour quelques dizaines ou centaines d'euros sur Amazon. Pour obtenir un IMSI Catcher, il va vous falloir débourser
entre 30 et 300 000 euros suivant les modèles. Si vous dénichez un vendeur, parce qu'on a beau trouver facilement des fournisseurs chinois sur internet, c'est pas dit que la livraison soit aussi simple. C'est un type de colis qui ne passe pas inaperçu. La question, c'est donc qui en France a suffisamment de moyens pour s'offrir ce genre de joujou? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait justifier une opération risquée d'interception massive de communication en plein cœur de Paris? Eh ben, il n'a pas fallu attendre longtemps pour obtenir des réponses. Derrière cette mystérieuse affaire se cacherait en fait une vaste opération d'arnaque aux faux SMS. Vous savez, ces courts messages de la part de Chronopost, des impôts, etc., vous incitant à cliquer sur un lien au plus vite pour dérober vos informations bancaires. D'après la police, ce IMSI Catcher aurait été un moyen de capturer des numéros de téléphone et d'émettre des SMS en grande quantité. C'est notamment ce à quoi l'enquête aboutit après l'interpellation de 5 personnes le 14 février à Neuilly-sur-Seine, Noisy-le-Sec et Pantin. Ça expliquerait notamment pourquoi les Parisiens reçoivent autant de spam depuis fin 2022. Une fois en garde à vue, la jeune femme qui conduisait la Ford a expliqué qu'elle était missionnée pour rouler doucement dans des quartiers parisiens en échange de quelques centaines d'euros. Son œil de Sauron 2.0 aurait été installé derrière la banquette de sa voiture dans un parking souterrain de la Goutte d'Or au nord de Paris. Apparemment, sa mission c'était de capturer des numéros de téléphone, près de 17 000 au moment de son arrestation. Pendant que la police remonte cette trace, les cybergendarmes du ComCyber sont notifiés d'étranges zones de perturbation qui ont été détectées sur le réseau mobile parisien. J'imagine qu'un désert de 2G qui se balade en pleine capitale, ça finit par se voir. Finalement, les pistes mènent vers 2 hommes, gérants d'une société de marketing digital domiciliée à Neuilly. Sur leur site, ils proposent notamment un drôle de service, l'envoi de SMS en masse à faible coût et surtout la location d'une base de données de plus de 20 millions de numéros de téléphone mobile, dont les propriétaires sont d'accord pour être sollicités, évidemment. Une perquisition permettra de trouver une autre voiture avec tracker, 12 téléphones, 8 ordinateurs, quelques diamants et d'identifier 3 autres suspects. D'après les enquêteurs, le gang aurait en fait acquis plusieurs IMSI catchers artisanaux à 20 000 euros pièce auprès d'un intermédiaire qui posséderait des comptes bancaires en Chine. Grâce à cet arsenal, ils auraient notamment envoyé 424 000 SMS frauduleux contenant un lien vers un faux site de l'assurance maladie. J'ai réglé la somme pour avoir ma soi-disant nouvelle carte vitale. C'est comme ça qu'ils ont mis les coordonnées bancaires en fait et qu'ils ont pu effectuer par la suite leurs achats sur des sites pour une somme totale de 1842 euros. Affaire conclue a priori. On a le mobile du crime. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Sauf que j'ai aussi eu envie de mener ma petite enquête de mon côté, et plus je creuse, moins cette histoire me semble logique. Suite à ce qui semble être un beau coup de filet, beaucoup de gens s'attendaient à voir le nombre de faux SMS diminuer significativement en région parisienne. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est peut-être même l'inverse en réalité. Si vous possédez un numéro de téléphone en Île-de-France ou ailleurs, vous devez encore en recevoir, mais très régulièrement. Ça veut donc dire que soit nos malfrats de Noisy étaient de simples exécutants, vite remplacés, soit ils n'étaient pas tout seuls. Et s'il y en a d'autres, on doit peut-être pouvoir les trouver. Il est temps de mettre la main à la pâte. Pour commencer, on peut remarquer que les SMS ont toujours le même pattern. Un court message imitant un service de livraison ou un service public vous demandant urgemment d'effectuer une action en cliquant sur un lien. Souvent, un simple nom de domaine type chronopostlivraisonportail.com ou antaiamandgouv.org, etc. Déjà, plusieurs choses intéressantes à noter. Ils utilisent uniquement des .com, .fr ou .org pour inspirer confiance. Leurs sites sont toujours sécurisés en HTTPS. Et ils ont abandonné tout ce qui est astuces typographiques type impôt.fr avec un L à la place du I pour se rabattre plutôt vers des séquences de mots du champ lexical de la marque. C'est ce qu'on appelle du combo squatting. Ça vous fait peut-être sourire que des gens tombent réellement dans ce genre de piège. Mais vous auriez tort. Parce que en fait, il y a d'excellentes raisons de se faire duper. Regardez. Prenons ce SMS que j'ai reçu cette semaine. Il est rédigé en bon français, envoyé par CHQ Énergie et il vous invite à cliquer sur chèqueboisfuel.asppublic.fr pour obtenir un super chèque gratuit de l'État. Alors, vous avez trouvé ce qui n'allait pas ? Vous avez vu la douille ? Non ?
Eh ben c'est normal, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment un message officiel du service public. Et oui, l'État aussi envoie des campagnes massives de SMS et dans celles-ci, il vous explique dans le plus grand des calmes que pour gagner jusqu'à 200 €, vous devriez cliquer sur un lien bizarre. Excellente idée, n'est-ce pas? Aucun risque que nos chers concitoyens soient définitivement paumés. Même chose pour Chronopost et compagnie, parfois il faut vraiment cliquer sur un lien chelou pour reprogrammer une livraison ou payer des frais de douane. Pas étonnant donc que personne n'y comprenne rien et que la liste des victimes continue de s'allonger. Bon, celui-ci pour le coup, c'est un vrai faux. Enfin, un faux vrai. Je l'ai reçu il y a quelques jours à peine. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur le lien? Est-ce que les pirates utilisent une faille dans notre téléphone pour vider notre compte bancaire? Eh bien, on va bien voir. Je clique. Et, a priori, mon téléphone n'a pas explosé. Et mon argent n'a pas bougé. Pour l'instant. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit en fait d'un site de phishing. Chronopost veut nous faire payer 2 € de frais pour débloquer notre colis. Pendant longtemps, je me suis demandé comment ce genre de campagne pouvait être rentable. Envoyer des SMS en masse, ça doit coûter de l'argent. Et bien que les pages soient extrêmement bien faites, avec des prélèvements de 2 ou 10 €, ça ferait d'eux les criminels les plus inoffensifs de l'histoire. Mais en fait, c'est là qu'est la douille. D'après certains témoignages, les 2 € ne sont en général même pas prélevés sur votre carte. Ils servent uniquement de prétexte pour que vous remplissiez un formulaire avec vos coordonnées bancaires. Qu'est-ce qu'ils en font ensuite? Ça, c'est une excellente question. J'ai entendu parler de plusieurs théories où ils essayent de remplir un compte Lydia ou Apple Pay ou de directement vous appeler au téléphone. En réalité, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment parce que les stratégies changent très souvent. Donc, pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de rentrer dans ce formulaire les codes de ma carte bleue méticuleusement et de cliquer sur « Payer ». Comme ça, on pourra observer l'historique du compte en temps réel et voir ce qu'il tente de faire. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas mis ma vraie carte. J'ai plutôt utilisé une fonctionnalité de ma banque qui permet de créer des cartes virtuelles avec plafond. Voilà, ça me coûte rien, je peux en faire à l'infini et surtout, elle se bloquera après 10 € de paiement, ce qui devrait être largement assez pour vérifier sa validité sans que je sois ruiné. Bon, j'espère que ça marche cette merde quand même.